Nous allons passer à la passion plus d'intervention, comme vous avez vu sur le programme. Nous avons les clés pour l'abordage. Nous avons une table très intéressante avec des personnes très variées qui travaillent dans ce domaine. Je vais être très bref pour leur passer, pour pouvoir bien les écouter et respecter les temps. Nous allons changer l'ordre des interventions parce qu'Acha doit nous quitter, donc elle va intervenir en premier lieu. Si vous regardez sous le cahier de participants qu'on nous a transmis, elle fait une allusion à sa trajectoire de vie et je garderai une phrase qui résume son travail, si je ne me trompe pas, ce qu'elle va présenter. Donc elle est d'un village du Kenya. Comme elle se définit elle-même, elle dit sauver toute une génération et sa première graine, son premier grain de sable dans l'organisation dont elle est à la tête. Nous avons ensuite María Ángeles Rodríguez, elle est experte en sexualité, elle va nous parler c'est une personne passionnée de ce sujet, je suis sûr qu'elle va nous transmettre sa passion pour la sexualité, sur l'éducation sexuelle pour éviter la mutilation. En dernier lieu, et je crois que c'est une vision fondamentale, très importante dans l'éradication, c'est la vision d'un homme. Normalement, il y a peu d'hommes dans ce domaine et je suis très fier de pouvoir présenter un homme comme Seydou qui lutte pour que les hommes se mobilisent et soient partie prenante de l'éradication de la mutilation génitale féminine. Sans plus, je passe la parole à nos orateurs. Acha, la parole est à vous. Buenas tardes. Bonjour. Désolée pour le retard, je vais essayer d'être brève. Je suis de l'association Save a Girl, Save a Generation. Si quelqu'un veut en savoir plus, vous pouvez en savoir plus sur notre site web. Donc, vous parler un peu de ce que l'on fait. Save a Girl a commencé son travail en Espagne en 2007. Antérieurement, on a travaillé non pas comme une association formée, comme autre type d'organisation. Après avoir écouté les tables de ce matin, je crois que tous ont parlé de la même chose, de combien nous devons apprendre. Je crois que personne ne peut se considérer expert dans ce domaine. On continue à apprendre. Je dis habituellement que je parle normalement du travail de terrain. Je dis que le travail de terrain enrichit plus. On parle avec les personnes et on apprend de chaque culture. Il y a aussi des choses qui, évidemment, avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou je ne vois pas exactement, même s'il n'y a pas de manuel sur ce sujet. En parlant de ce qu'on a entendu ce matin. Par exemple, je viens du Kenya. Je ne sais pas si vous savez où c'est à peu près, sur la carte, la partie en frontière avec la Somalie. En Somalie, en Érythrée, au Soudan, on pratique habituellement la MGL, qui est l'infibulation, qui est la plus grave de toutes les mutilations existantes. Au Kenya, il existe 47 ethnies différentes qui parlent différentes langues et ont différentes religions. Je voulais donner cet exemple parce qu'effectivement, on parlait de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau pour voir que tous les pays sont différents. Et dans ces 47 ethnies, on a 21 qui pratiquent la MGL. Et dans parmi ces 21, seulement 3 viennent de la religion musulmane.
Les autres sont chrétiennes ou autre type de religion. C'est pour ça qu'on ne peut pas les centrer sur une seule religion. Il est possible qu'en Guinée-Conakry, la seule population qui pratique la MGF est la musulmane. Ce n'est pas une généralité. D'ailleurs, toutes les recherches qui ont été menées, on a découvert qu'effectivement, ce n'était lié à aucune religion. Mais la religion musulmane a essayé de l'intégrer dans sa culture en lui donnant des noms comme purification, sunna, qui font croire à la personne que si elle n'a pas fait de mutilation féminine, elle n'est pas pure. Le mot sunna, qu'on essaye d'arrêter d'utiliser, je vous invite à le faire également. Donc pour les musulmans qui sont ici, je crois que vous savez ce que veut dire le sunna. Et sinon, je vais vous l'expliquer. Sunna signifie les pas du prophète Mahoma. Donc s'il priait 2 fois de plus que les 5 obligatoires, c'était sunna. Si on se laissait pousser la barbe, c'était ce que faisait le prophète et ça s'appelle la sunna. Donc c'est un plus, suivre les pas du prophète. Mais si on revient à l'histoire du prophète, ni sa femme était mutilée, ni ses filles. Donc ce n'est pas sunna, évidemment. Et de fait, dans le hadith, qui n'est pas le Coran, c'est les histoires du prophète, de sa vie, on raconte une partie qui nous raconte qu'il a trouvé, ça nous fait réfléchir au fait que la mutilation génitale féminine existait déjà avant les religions, il a trouvé une femme qui était en train de mutiler une petite fille. Et il a dit à cette femme, si tu dois le faire, ne lui enlève pas toute sa beauté. Donc c'est une preuve de plus qu'il n'a pas pu l'arrêter. Il a dit de ne pas lui enlever toute la beauté. Et cela devient l'idée de couper le prépuce du clitoris uniquement. Dans notre travail consiste à travailler avec les femmes. Comme on a dit ce matin, ici, on a dit que les hommes ont beaucoup de pouvoir dans les communautés africaines. Donc, ils ont le pouvoir sur les femmes. Et les femmes obéissent en faisant ce que disent les hommes. Et donc, on travaille, dans ce cas, on travaille pour les femmes pour que ce soit elles qui aient le pouvoir, que ce soit elles qu'on ne commande pas, que personne ne les commande, que ce soit elles qui mettent fin à la dot, parce que la dot est réellement un achat pour produire les enfants. Donc, effectivement, si on autonomise la femme pour qu'elle comprenne et qu'elle peut décider sur son corps et quand se marier et ne pas se mutiler ou mutiler ses enfants. Que ce ne soit pas quelque chose d'imposé par l'homme, parce que si on poursuit cette même histoire que ce sont les hommes les plus puissants, et donc les hommes doivent commander sur la femme, et donc il doit dire à la femme de ne plus se mutiler parce que ça ne l'intéresse plus, parce qu'il est sensibilisé. Alors pourquoi la femme ne peut pas être sensibilisée et elle abandonner le couteau et obéir? C'est sur ça qu'on travaille. Il est possible qu'on se trompe, comme j'ai dit, souvent dans l'éradication de la MGF. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant. On peut inclure et rajouter des choses selon que l'on avance dans cet apprentissage et la connaissance de chaque communauté plus en profondeur. Pour les connaître, il faut travailler avec elles. Il faut connaître la communauté, savoir quelle est la motivation qui les pousse à la mutilation de ces filles, de leurs filles. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai encore le temps. Quand on a commencé à travailler ici en Espagne,
On a commencé parce qu'il y avait une grande méconnaissance, pas comme aujourd'hui. On a beaucoup d'informations. On a Google également. On a 5 Google qui nous permettent de trouver beaucoup d'informations. Mais comme je disais, il n'y a pas de manuel, donc toute l'information sur Google n'est pas forcément correcte. Et la meilleure façon, comme je disais, est de contacter avec les gens. Parce que je disais, il y avait une grande méconnaissance sur ce sujet en Espagne. C'était traité comme quelque chose d'étranger qui ne se passait qu'en Afrique, dans l'Afrique sauvage. Et les gens avaient peur quand on parlait de mutilation génitale féminine. Ils disaient, mais vraiment, c'est une horreur. On a commencé à éduquer, changer le langage, comment on s'adresse à la personne qu'on croit avoir souffert de mutilation, en oubliant ces mots d'horreur et qui font que ces personnes peuvent effectivement prendre peur et ne pas s'ouvrir et nous parler directement de sa situation qui a été sa propre vie, donc ça ne peut pas être une horreur. J'ai beaucoup aimé les exemples de Laura Núñez, elle a fait une comparaison de la femme dans le monde et comment on est opprimé de façon générale. Et donc on est donc là tous égaux, et il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de continent. Je dois vous dire, parce qu'effectivement je vis ici, mais je parle des Espagnols blanches. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça quand on parle avec quelqu'un, avec une personne, une femme africaine ou un homme africain qui vient de cette culture, il faut aussi s'autocritiquer, non pas seulement critiquer leur partie, parce que pour eux c'est leur tradition, c'est ce qu'ils ont connu. Donc on va apprendre qu'il y a eu dans l'histoire, on le sait tous, beaucoup de choses qui ont porté préjudice à la femme, aux femmes. Et on a avancé, on a lutté contre tout cela, et c'est les exemples qu'il faut donner pour que cette femme ou cet homme sache que l'on peut changer. Il y avait des choses qui étaient impensables, qui pouvaient se passer en Europe, qu'une femme puisse avoir un compte bancaire avec uniquement son nom, auquel pouvait avoir droit au divorce, à l'avortement, etc. Où 2 femmes pouvaient s'aimer, c'était un scandale. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement normal. Et c'est ça qu'il faut obtenir avec nos communautés, parce qu'on travaille, c'est comme ça que l'on travaille, dans ce sens-là qu'on travaille aussi, dans le sens du progrès. On travaille à l'UNAF et dans beaucoup d'autres organisations qui ne sont pas présentes aujourd'hui. On travaille comme ça sur la formation de professionnels qui travaillent avec la population. Parce que c'est le premier contact quand la personne arrive, par exemple, une fille qui demande l'asile en Espagne, le premier endroit de contact, le premier point de contact, ça peut être la Croix-Rouge ou la maison d'accueil des réfugiés, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales. Et elle sait que la dernière de sa préoccupation de cette femme quand elle arrive en Espagne, c'est peut-être la mutilation féminine. Elle a fui d'une guerre. Elle a fui une guerre. Elle a marché sur des centaines, des milliers de kilomètres. Elle a traversé plusieurs pays pour arriver ici. Donc la première chose que cette femme pense, la première chose à laquelle elle pense, c'est d'avoir une sécurité, un travail, apprendre la langue. Et la dernière de ses préoccupations va être la mutilation génitale féminine. Donc il faut savoir comment s'approcher d'elle pour inclure dans sa liste de priorités la MGL, mais également vis-à-vis de cet homme qui vient de ce pays. Les médecins, l'importance des médecins, parce qu'ils représentent une autorité respectée par tous. Un médecin dit levez la main, ouvrez la bouche, on ouvre la bouche parce qu'on fait confiance aux médecins
Donc qu'ils soient informés et préparés également, c'est très important. Selon mon expérience personnelle, moi je suis passée par la mutilation génitale féminine avec le type le plus compliqué existant. Et la première fois que je suis allée chez une gynécologue en Espagne, elle m'a examinée, c'était une femme, j'étais contente de ça, j'étais plus confortable, et elle était scandalisée. Réellement, elle est devenue pâle, hein, pas comme vous, elle est devenue pâle, toute blanche. Elle était scandalisée, elle m'a regardée et elle ne m'a rien dit. Donc, ce qu'elle a fait, elle a appelé un autre et un autre médecin. Et j'avais d'un seul coup, dans un pays où je ne connaissais pas bien, j'avais 4 personnes qui me regardaient et moi, les jambes ouvertes. Évidemment, je ne savais pas ce qui se passait par leur tête. Je pourrais avoir pensé que c'était une déformation de naissance. Je ne sais pas ce qui pouvait m'être arrivé, mais j'avais envie de leur raconter. J'avais envie de leur dire, ça, c'est pas moi qui me le suis fait, on me l'a fait. Mais on ne m'a pas demandé. Alors je suis sortie de cette salle, je me rappelle très bien ce jour, je tremblais, je transpirais, il faisait froid. Et ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose à ce niveau. Mais j'avais le handicap de la langue, je ne parlais pas espagnol, donc il fallait faire quelque chose. D'une certaine façon, les gens doivent être informés et doivent savoir que les personnes qui partent de leur pays, qui quittent leur pays pour des raisons économiques ou de guerre ou autres, et qui arrivent en Espagne, ne sont pas de passage. Ils viennent avec leur famille et ils font une vie ici. Et il fallait donner ce pas pour informer. Pourquoi après on se scandalise quand quelque chose arrive si on ne s'est pas approché de cette population parce qu'on pense qu'ils sont temporairement ici et qu'ils vont disparaître de la carte. Mais non, ce sont les futures générations de ce pays. Donc c'est une préoccupation de l'État et non pas seulement des ONG. Merci beaucoup. Je crois bien que l'intervention d'Asha nous a touché vraiment d'après toutes les expériences qu'il a vécues. Je veux souligner la sensibilité, le manque de sensibilité de la part des professionnels avec des patients et des personnes qui ont subi ces pratiques. Et donc, je vous félicite vraiment parce que c'est quelque chose de très nécessaire pour l'éradication de ces pratiques. Donc, je cède la parole à María Ángeles qui va nous apporter une vision avec l'éducation en matière de santé sexuelle et l'autonomisation des femmes. Buenas tardes. Donc, Yo, aunque me está agobiando un poco el tiempo, voy a intentar de contar lo que quiero contar. Un peu angoissée par le temps, je vais essayer de tout raconter. Je recommencerai avec la fin parce que je n'arrive jamais à le faire et de vous apporter à l'UNAF et l'expérience, les ressources matérielles et des formations, tout ce que vous pouvez penser à tous ces acteurs qui travaillent dans ces domaines que vous pouvez compter sur l'UNAF en ce qui concerne tous les matériels. Donc, les titres de mon exposé vont l'autonomisation à travers les soins de la santé sexuelle. Donc, je vais vous transmettre quelques points clés en tant que point de départ. Quelles sont les choses que je crois, que l'on croit depuis l'UNAF qu'il faut exposer et peut-être et proposer des activités pour la sensibilisation, pour la prévention dans la mutilation génitale féminine. Et donc, avant de commencer, je voudrais remercier non seulement toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi à toutes les personnes avec lesquelles on partage le travail quotidien des hommes et des femmes et avec lesquelles et avec ces connaissances, on construit tout notre projet.
Et je vais vous apporter notre point de vue, notre perspective, notre approche. Donc, ce matin, on a évoqué de la mutilation générale féminine dans le cadre de la violence sexuelle contre les femmes. Donc, je vais recueillir et collecter de toutes les interventions, je vais les placer et leur donner un autre nom afin de les organiser en tant que des consignes à prendre en compte. Donc, on a évoqué ce matin, par exemple, et la violence qui entraîne la mutilation génitale féminine, c'est une menace pour la santé physique, mais pour la santé psychologique et émotionnelle. Et je voudrais m'arrêter sur ce point parce que l'on n'a pas abordé ce point. C'est un point très important à prendre en compte. Donc, il s'agit d'une expérience traumatique en soi-même lorsque se produit et qui, depuis la psychologie, est défini comme un trauma complexe, un traumatisme complexe, parce qu'il y a beaucoup de nuances que malheureusement on ne peut pas aborder aujourd'hui, mais ceci entraîne une situation spécifique avec une vulnérabilité spécifique à prendre en compte et qui peut entraîner, ou peut-être pas, que la personne qui a subi ces sortes de situations doit vivre avec des situations au cours de sa vie, avec des situations psychologiques ou émotionnelles qui ont un lien avec cette expérience subie. Et donc, la mutilation génitale féminine conditionne, et pour les conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles, conditionne d'autres expériences que normalement ne seront pas des expériences traumatiques, comme par exemple la première ou les suivantes rapports sexuels, et la menstruation et l'accouchement, et ce sont des faits qui accompagnent les femmes au cours de sa vie et qui vont constituer d'autres formes de violence, parce qu'il s'agit toujours de nouvelles formes de violence qui vont subir ces femmes. Une autre idée que j'aimerais recueillir ici, évoquer ici, c'est que toutes les idéologies, toutes les pratiques concernant la sexualité, surtout sur la sexualité des femmes, ont des conséquences sur l'estimation de soi, sur notre corps et notre manière d'être présent dans le monde, notre esprit. Et dans le cas des femmes, est toujours lié à la situation. Et le fait d'avoir subi cette violence de genre sexuelle constitue une forme particulière d'être présent dans le monde qu'il faut prendre en compte. Et à mon avis, sur les croyances en ce qui concerne la sexualité des femmes, entraîne des traces de soumission, donc la pureté, la virginité et la fidélité. Je ne sais pas, on a évoqué plusieurs choses ce matin, mais quelles sont les attentes sur les comportements sexuels, sur des attentes sur mon propre comportement en tant que femme qui vont me soumettre ou me placer dans une position de dépendance, de vulnérabilité et de domination. En outre, l'idée liée avec le genre, tout ceci c'est normal, c'est toujours comme ça, avec tous les tabous, et je même dirais avec les punitions lorsque l'on exprime nos sentiments ou ce que l'on ressent, nous place dans un contexte un peu de désorientation. Je ne sais pas si je me ressens comme ça parce que tout ceci arrive à moi, ou c'est parce que j'établis un lien avec toutes mes douleurs, tout ce que je ressens avec mes expériences vitales. Il y aura toujours une croyance, mais bon, des sentiments de se sentir coupable, d'incapacité, d'infirmité, d'incompétence personnelle, au lieu de lier tout ce que je ressens et ce que je subis en lien et en rapport avec toute la violence dont j'étais victime par les contextes familiales ou de la communauté, avec la douleur dans les corps des femmes. Et on entend beaucoup de phrases, par exemple, c'est normal, ça fait mal, ne déplaignez pas, il faut tenir, ou beaucoup de messages que l'on reçoit, par exemple, il ne faut pas en parler, tout ceci, on ne le dit pas, ce sont des choses intimes, on n'en parle pas. Parfois, cet espace intime, cela veut
veut dire dans ces contextes, oublie tout ça, il faut toujours continuer, il faut avancer, et tu es forte, tu es courageuse. Donc c'est tout un engrenage de déconnexion très importante qui a des conséquences au développement sexuel depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort que l'on construit d'une manière déterminée et pas d'autre. Donc tout ceci, et ce sont des petits éléments qu'il faudrait prendre en compte. Donc si l'on évoque la socialisation des femmes envers l'autre, c'est-à-dire je m'annule, je ne sens pas, je ne subis pas, je ne souffre pas. Et donc, ça nous donne une autre idée de qu'est-ce que l'on apprend les femmes en ce qui concerne des choses à éviter ou des choses à résoudre. Et tout ceci nous place dans un contexte déterminé. Et donc, on pourrait intégrer à ce point clé que les femmes immigrées font l'objet de plusieurs violences différentes par leur propre situation d'immigrés et dans leur pays d'origine, dans le transit, le passage à son arrivée en Espagne, pendant sa vie ici en Espagne. Donc, Asha l'a évoqué tout à l'heure, il faut voir le calendrier des priorités et des situations à résoudre. Et ce sont des situations spécifiques pour des femmes et qui subissent plus de particularités. Et donc avec tout ceci, parce qu'il manque beaucoup d'éléments, mais bon, à cette petite image de ce que l'on trouve lorsque l'on évoque une personne qui a subi ou a pu subir de mutilations, on parlait de ces stratégies, et autonomisation, santé, les soins. Donc l'autonomisation n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Non, je fais un atelier et bon, voilà, j'acquiers cette autonomisation. Non, ça dépend beaucoup des autres et de ce que les autres vont faire, de que je sois capable de faire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de composants. Non. On ne peut pas dire on intervient depuis l'autonomisation. Alors, pour la santé, on connaît toutes les définitions de l'Organisation mondiale de la santé, mais moi, je voudrais ajouter une autre définition, ce n'est pas la mienne, mais qui a été introduite dans l'aspect de santé publique, c'est une autonomie personnelle solidaire et avec le plaisir. Donc, on a parlé de plaisir, de joie, on a parlé de plaisir, un peu cette définition de santé auquel on devait s'accrocher. Et donc, nous nous placerons au lieu d'éviter de ce que, c'est-à-dire non, je ne veux pas subir des mal, non, on se place dans cette place-là justement pour parvenir à des choses, pour la réussite, et toujours agir en faveur de soi-même. Si je suis blessée, je suis punie, si je ne suis pas là, si j'ai peur, si j'ai des complexes, c'est très compliqué que je prenne soin de moi-même, donc on ne peut pas développer des stratégies de soins et d'autonomisation si on ne fait pas face et on n'aborde pas la relation avec soi-même et avec les autres. Et donc, il faut intégrer ces points clés parce que ce serait peut-être, à mon avis, plus compliqué d'atteindre ces objectifs que l'on a fixés ici aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire d'un point de vue stratégique pour parvenir à cette autonomisation? C'est notre point de départ pour les programmes que l'on développe. Tout d'abord, informer sur les droits de santé sexuelle et de reproduction, mais aussi il faut créer les espaces pour faire valoir ces droits. Parce que je veux dire que les femmes ont le droit d'avoir accès à des soins spécifiques et gynécologiques que j'arrive après dans la consultation médicale et on est toujours stigmatisé. Peu importe que l'on a toutes les informations sur les droits, donc il faut fournir des services intégraux et intégrés dans un système de croyances, dans un système et avec une approche holistique, avec une assistance intégrale à toutes les malaises des femmes et pas des objectifs spécifiques.
quelque chose de très important. Les femmes et les communautés doivent prendre les rênes de la situation, doivent lever la voix, participer d'une manière active dans tous les processus concernant l'éradication de la mutilation génitale féminine. Il faut éradiquer toutes les formes de violence exercées sur les femmes, avec les femmes migrantes, et non seulement du point de vue administratif, l'accès au marché du travail, à l'éducation, au logement. Je vais vous dire, oh alors participons-nous tous ensemble, mais après s'ils ne peuvent pas payer les factures, ils ne peuvent pas même respirer, s'ils ne disposent pas d'un espace particulier pour se retrouver et avec soi-même. Donc, ils viennent justement d'un contexte de migration pour intégrer un contexte de revendication. Donc, il faut leur donner du temps et de l'espace. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque l'on intègre la participation pour le leadership, on remet en question toutes les structures. Donc, cela entraîne des refoulements, des difficultés, mais c'est toujours nécessaire quand même. Il faudrait informer sur les corps, sur les processus physiologiques, biologiques, et il faut détruire les mythes. Et il faut peut-être connaître et apprendre tout ce processus pour la reconquête du corps et de l'âme. Et je parle aussi du cerveau. Je ne divise pas le corps du cerveau parce que le cerveau, il est endommagé, il a subi beaucoup de choses. Peut-être on a beaucoup de tabous. Peut-être il faudrait produire des espaces pour la reconquête du corps, pour une nouvelle découverte des corps, pour une nouvelle maîtrise de notre corps et voir comment notre culture, notre société ou les sociétés ont construit notre sexualité. Il faudrait évoquer la pathologie et physiologie sexuelle et reproductive, mais d'une approche des soins, de la santé, de la prise de décisions personnelles. Il faudrait apporter des solutions à notre idée sur les doutes et sur notre sexualité. Il faudrait les aborder et assurer une diffusion de formation et sensibilisation en ce qui concerne la mutilation génitale féminine, parce qu'il doit y avoir un débat, il doit y avoir des réflexions, parce que ce matin, on a évoqué qu'il faut créer des lois, proposer des lois et élaborer des protocoles. Donc, il faudrait peut-être renforcer les travaux en réseau entre les professionnels, mais professionnels non seulement du domaine de la santé, mais du domaine social, de l'éducation, des pouvoirs politiques, des ONG, et toujours placer la santé des femmes au cœur du développement. Sans la santé des femmes et sans des femmes en bonne santé, on va nulle part. Donc, ils doivent être toujours au cœur du débat et offrir des ressources financières, administratives, techniques qui favorisent que tout ceci soit mené. Et il faut aborder l'interaction d'un point de vue psychosexuel, parce qu'il faut parler de tous les contextes, il faut connaître tous les contextes pour travailler avec tous les outils proposés. Et donc, il ne s'agit pas de faire seulement des interventions au niveau de la santé, mais des interventions à l'échelle globale qui nécessitent d'un processus, d'un temps, d'un délai et de toutes les ressources disponibles et administratives personnelles que l'on puisse collecter. Et donc, je parlais de la reconstruction, c'est un exemple très important et sur lequel il doit y avoir beaucoup de débats, beaucoup de réflexions. Ce point clé, la reconstruction doit être une option pour les femmes qui ont su le désir, mais non seulement dans le domaine de la santé publique, doit être couverte par les systèmes publics, mais qu'est-ce que l'on peut offrir d'autre? Et peut-être il faudrait une réflexion sur ce point. Qu'est-ce qui nécessite les femmes survivant la mutilation? Et peut-être il faudrait bien connaître ce point pour leur offrir une approche intégrale sur son corps, sur l'ensemble. Et à mode de conclusion, avec tout ceci, notre manière, notre proposition de travail est justement qu'il doit y avoir une intégration de toutes ces approches, l'approche
perspective des droits, de genre, de santé sexuelle et intracommunautaire. Interculturelle et communautaire, l'éducation en matière d'égalité, de prévention des violences de genre, la médiation interculturelle qui n'a pas été évoquée suffisamment ici, travailler avec les procédures interculturelles comme une manière et comme un outil pour s'approcher des communautés, pour intégrer les communautés dans ces procédures, dans ce processus et qui nous permet de nous rapprocher et d'augmenter l'efficacité de tous les outils. Et donc, et à partir de tout ceci, on a développé tout notre programme, toutes nos activités, et on travaille des formations professionnelles, des ateliers avec des hommes et des femmes, et on a créé, on a essayé d'avoir une incidence, travailler avec les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication, on a élaboré du matériel pédagogique. Comme ce matin il a été évoqué, on dispose de Mariam, c'est un outil audiovisuel. Ibrahim il est là et donc on vient de finir un conte basé sur cette expérience qui vient accompagné d'un guide pédagogique pour proposer des activités pour les établissements scolaires, peut-être dans d'autres espaces de formation où elle puisse être utilisée. Et à mot de résumé, tout ceci, c'est notre proposition de travail et de points clés que l'on voulait souligner et que l'on envisage à chaque programme et activité que l'on établit. Merci beaucoup. Muchas gracias, María Ángeles. Merci beaucoup, María Ángeles, surtout parce qu'elle a respecté le temps qui lui était imparti. Ça rend tout plus facile. On va passer maintenant à Seydou. On va écouter parler maintenant de la mobilisation des hommes. Je crois que c'est un exposé très intéressant. Seydou, la parole est à vous. J'ai la chance d'être noir parce que je rougis, mais ça ne se voit pas. Je suis un peu nerveux. Donc, je vais profiter de l'occasion avant de commencer. D'abord, rendre hommage à ma maman, qui a subi les mutilations génitales féminines, rendre hommage à mes sœurs, à toutes les femmes à travers le monde qui ont subi cette pratique, mais aussi à tous les hommes qui, en tant que frères, en tant que parents, en tant que partenaires, accompagnent ou vivent avec les femmes qui ont subi les mutilations et qui malheureusement vivent des conséquences qui les accompagnent dans ce combat-là. Je dois juste dire aussi que je suis nerveux non seulement parce que parler en public, ce n'est pas évident, comme le disait Ibrahim ce matin, mais en plus aussi, il y a la contrainte du temps qui joue et aussi l'impossibilité quasi de pouvoir apporter quelque chose en plus de tout ce qui a été dit de riche pendant cette matinée. Néanmoins, je vais quand même essayer. Tout d'abord, c'est remercier l'UNAF d'avoir organisé cette conférence et surtout d'avoir fait en sorte que l'égalité qu'on prône dans nos discours se reflète dans l'implication des panélistes, mais aussi la mobilisation qui a été faite où, dans la salle, on voit les origines de toutes sortes, hommes et femmes. C'est la première fois d'ailleurs que j'assiste à une conférence où je vois autant d'hommes dans une salle par rapport à cette thématique des MGF. Autre sujet que je voulais aborder juste avant d'entrer dans le vif de mon témoignage par rapport au travail que j'effectue au niveau du GAMS avec les hommes, c'est de dire que les violences, les conséquences qui ont été énumérées pour les MGF sont des conséquences réelles qui existent, mais il faut aussi mentionner que ce ne sont pas toutes les femmes excisées qui ne jouissent pas. Ça, c'est important de le mentionner. Parce que la sexualité, comme vous le savez, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, ça ne se résume pas à une partie bien précise, c'est tout un corps qui est mobilisé. Donc il y a bien sûr des femmes, soit ça dépend du type qu'ils ont subi, qui ont eu, grâce à la résilience, la capacité de surmonter des choses, qui arrivent à vivre leur sexualité comme il faut. Et donc, en tant que professionnel, on doit aussi faire attention de ne pas, dans nos discours, mutiler les femmes qui n'étaient pas mutilées, qui étaient mutilées mais qui avaient réussi à surpasser ça et à vivre
et en résumant leur vie à cette partie qu'elles ont perdue à jamais et qu'elles ne vont plus avoir en plus. Donc c'était juste ça que je voulais dire. Maintenant, par rapport à ce que je voulais aborder avec vous, j'aurais aimé parler plus, mais le temps fait défaut. Et tant mieux, parce que quand je parle de cette thématique-là, j'ai tendance à blablater, à parler, parce que c'est un sujet qui me parle de manière tout à fait personnelle, en tant qu'homme, qui a vécu des expériences où j'ai partagé des souffrances qui ont existé, notamment sur le plan de la sexualité, avec des partenaires que j'ai connus. Et aussi, en mémoire avec un de mes meilleurs amis, qui est décédé il y a accidentellement, avec qui on a mené le combat depuis les années 2003, mais qui est malheureusement décédé au mois d'octobre dans un accident de voiture. Et ce qui me motive aussi pour rendre hommage à sa mémoire de continuer ce combat. Bref, tout a été dit. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'importance de l'implication des hommes dans la lutte contre les MGF. Je parle d'hommes, pas précisément d'hommes africains, d'hommes de manière générale, comme je parlais d'êtres humains de manière générale, puisqu'on a dit ce matin que les mutilations génitales féminines sont des violences de genre, ce sont aussi des pratiques qui violent les droits fondamentaux des êtres humains. Et donc, tout être humain qui est ici dans cette salle et ailleurs, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta conviction religieuse, tu es concerné. Pourquoi tu es concerné? Parce qu'on peut a priori prendre un exemple de quelqu'un, la plus blonde qui est ici dans la salle, qui est espagnole ou italienne, ou le plus blanc, c'est pas, peu importe, qui a priori ne connaît pas cette pratique et pourrait se dire c'est la tradition d'une autre communauté et donc je ne veux pas m'y immiscer du tout. Mais là, c'est l'erreur parce que, étant donné que c'est une violence et c'est une violation des droits fondamentaux, il est de notre devoir en tant qu'être humain de dénoncer toute injustice qui se fait sur un être humain, peu importe d'où il vient. Et donc ça, c'est capital et c'est important de le dire. Au niveau du GAMS, en 2015, on a mené une expérience du premier du genre ici en Europe où on essayait de mettre en pratique une stratégie pour trouver un moyen d'impliquer les hommes dans la thématique. Pourquoi? Pour 2 à 3 raisons. La première raison, c'est qu'on a constaté, que ce soit en Afrique ou dans tous les autres pays ou en Europe, que généralement les actions qui sont menées pour lutter contre les MGF sont de manière générale orientées vers les femmes qui sont les premières victimes. Les actions de sensibilisation, d'empowerment et tout, c'est dirigé par les femmes et souvent organisé par les femmes. Et la preuve en est que dans toutes les structures, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, qui travaillent dans la lutte contre les MGF, si on voit le personnel des associations qui sont composées, on est à plus de 90% ou 95% de femmes. Et donc, on voit dans les justifications, et ça a été dit ce matin, que plus souvent c'est la domination masculine qui est une des raisons qui fait que la pratique persiste. Là aussi, j'aimerais dire un peu que c'est vrai. Mais imaginez que moi, quand j'ai grandi dans une communauté où on pratique l'excision, quand j'étais jeune, à l'âge de 7 ans jusqu'à mes 30 ans, jamais j'ai abordé la thématique de l'excision. Et j'ai grandi avec l'idée qu'une femme non excisée, c'est une femme où les organes génitaux n'arrêtent pas de pousser et finalement, ça va ressembler à des oreilles de lapin. En tant que gosse, je grandis avec cette image-là. Et on me dit qu'une femme non excisée, elle ne peut pas se maîtriser. Elle ne va pas être fidèle, elle va coucher gauche à droite. Évidemment que moi, en tant qu'homme qui grandit avec ces images-là, je ne voudrais pas d'une femme qui n'est pas excisée. Puisqu'elle ne sera pas maîtrisée, l'intimité que j'aurais dû partager avec elle, elle va le partager avec d'autres. Donc, c'est pour dire que le système sur lequel reposent toutes les violences qu'on a abordées, en l'occurrence le système patriarcal, il faut mettre en relief que les hommes, malgré le pouvoir apparent qu'ils ont, ils sont aussi victimes de ce pouvoir patriarcal. Et un des travaux qu'il faut effectuer, à mon avis, pour essayer d'arriver à améliorer cette stratégie qu'on est en train de mener en place, c'est travailler avec les hommes pour déconstruire ce pouvoir parfois qu'on les a attribué. Et au fond, parce que la société attend d'elle un certain comportement, ils n'osent pas avouer qu'ils n'ont pas envie de ce pouvoir qu'on les a donné, mais pour satisfaire l'attente de la société, on fait avec. Un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas ceci, un homme doit ceci. Donc,
on garde mon statut en tant qu'homme et les émotions, je les refoule. Mais une émotion, qu'on prend la décision de la verbaliser ou pas, elle va sortir. Il n'y a pas autre solution. Soit on essaie de trouver un moyen à la verbaliser, ou elle va sortir. Et souvent, quand elle sort, c'est ce qu'on voit, elle se manifeste sous forme de violence. Soit on se noie sur l'alcool, on devient violent. Et pour revenir à la thématique qui nous concerne, les MGF, la frustration qui peut arriver dans les rapports intimes peut aussi, puisque l'homme n'est pas autorisé à verbaliser ses émotions qu'il ressent, se transformer en une violence. Et on a vu dans le témoignage de la vidéo qui a été montrée tout à l'heure, la discordance qui existe entre les couples, le manque de communication qui existe, la femme qui croit que son mari, lui, il est pour, et le mari qui, lui, se dit que comment elle peut imaginer que je suis pour, alors qu'il n'y a pas la communication. Et donc cette communication qui manque, et le rapport de l'UNICEF de 2013 l'a montré aussi, sur le pourcentage des femmes qui croient que les hommes veulent que la pratique continue, est fortement supérieur aux hommes à qui on a posé la même question, est-ce que vous voulez des femmes excisées? Est-ce que c'est une raison? Donc seulement 1 sur 7 hommes disent préférer. Donc il y a ce manque de communication. Et dans le travail de l'implication des hommes du projet Men Speak Out de 2015 que j'ai piloté au niveau de la Belgique, qui était un projet pilote où il y avait 3 associations, une association qui se trouve en Angleterre qui s'appelle Forward, et une qui se trouve en Hollande qui s'appelle Himilo, et le GAMS qui pilotait, dont la stratégie était d'effectuer une étude pour effectivement donner la parole aux hommes pour comprendre en fait les raisons qu'on les attribue, est-ce qu'ils le pensent vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent de la pratique, est-ce qu'ils connaissent, quel est leur point de vue, sans partir juste des suppositions, ils pensent que c'est ceci ou cela. Et la deuxième approche consistait, c'est ce qu'on a fait au niveau de la Belgique, d'aller vers les associations communautaires dans les différents pays qui sont impliqués dans le projet, identifier des hommes et former ces hommes-là. Donc en Belgique, on a identifié 15 hommes qu'on a formés, non pas seulement sur la question des mutilations génitales, mais d'abord sur la question de genre, sur comment déconstruire ces préjugés à soi en tant qu'homme. Et je vous avoue que c'est violent, c'est très violent de faire ce travail personnel de réflexion. Je vais faire une petite virgule en remontant en arrière quand j'ai commencé à m'impliquer là-dessus. La première fois que j'ai entendu que les MGF étaient une violation, vous racontez quoi? C'est de n'importe quoi. Ma mère y est passée, mes sœurs y sont passées, vous me racontez ça. Donc j'étais furieux et en colère que les gens puissent le dire. Mais j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui est curieux. Je me suis demandé, mais il faut creuser quand même. Et j'ai commencé à faire des investigations. Et une à une, comme Ibrahim le disait ce matin, j'ai examiné toutes les justifications qu'on met en avant, que ce soit la religion, la tradition, virginité et consorts. Et une à une, je l'ai examiné. Et une à une, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de fondement, parce que j'ai eu des entretiens que j'ai eu avec des imams, avec d'autres, et j'ai revisité ma culture. Et c'était bluffant parce que c'était un problème quand je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous verrez, pour ceux que ça intéresse, ce que je n'aurais pas pu dire, j'ai écrit un petit livre de témoignage dans le projet Men Speak Out qui est disponible en ligne en anglais et en français, où j'essaie de partager un peu l'expérience, comment je suis arrivé moi-même à m'en rendre compte et dans mes sensibilisations, quels sont les contre-arguments que je peux mettre en avant pour que la personne en face de moi puisse elle-même faire cette autocritique et intérioriser ça et accepter et non pas juste avoir la peur d'une loi qui est certes très bon parce que c'est dissuasif, mais que ça soit quelque chose qui vient de l'intérieur parce qu'il y a eu un travail de réflexion. Là, vous pouvez aller là-dedans. Pour revenir juste au Men Speak Out, donc la stratégie qu'on a mise en place, on a identifié des hommes et ces hommes, on les a formés sur les violences de genre, les droits humains, la réflexion sur la masculinité et comment déconstruire les stéréotypes qu'on a intériorisés en tant que gamins et comment oser verbaliser nos émotions et aussi se rendre compte que les hommes aujourd'hui qui en général, entre guillemets, sont les auteurs de ces violences-là, il y a un malaise au fond d'eux qui n'est pas exprimé. Et l'idée aussi, c'était de donner à ces hommes la possibilité d'exprimer ce malaise-là et de sortir de cette spirale du patriarcat dont ils sont eux-mêmes victimes. Bref, on a formé ces hommes, et ces hommes à leur tour, encore 5 minutes,
Et ces hommes, à leur tour, ont créé des outils. Ils sont disponibles sur le Main Speak Out site web ou sur le GAMS, vous pouvez aller voir. Malheureusement, je n'ai pas prévu de PowerPoint parce que je ne suis pas trop à l'aise avec les PowerPoint. J'aime parler et ensuite échanger. Et on a créé des outils spécifiques où des hommes, comme Ibrahim l'a fait, osent venir en public et témoigner de l'effet, les impacts indirects qu'ils ont subis en tant qu'hommes, que ce soit dans leur couple ou dans leur famille, par rapport à l'excision. Ensuite, ces outils, ce sont des posters qu'on a fait et des vidéos, et le livre aussi en fait partie. Et après cela, ces hommes, on les a formés comment animer, comment aborder la thématique, comment identifier la justification qui fait que telle communauté ou telle personne tient à la pratique. Parce que si vous voulez sensibiliser quelqu'un, par exemple, qui pour lui, la justification principale qu'elle n'arrive pas à déconstruire, c'est le fait que si elle n'excise pas sa fille ne va pas être vierge jusqu'au mariage. Et vous essayez de lui sensibiliser en lui disant que la Bible et le Coran n'ont pas dit, ça ne marchera pas, parce que ce n'est pas la raison pour laquelle elle tient exactement à cette pratique. Donc il faut d'abord identifier, face à l'interlocuteur, quelle est la raison qui fait qu'elle tient à cette pratique. Et une fois qu'on a ça, ne pas se résumer à dire que ça c'est pas bon ou c'est ça ce qu'il faut faire, mais c'est amener la personne à réfléchir en puisant bien sûr sur des éléments qui sont concrets, qui parlent à la personne. Ça c'est un peu difficile parce que c'est un peu entre guillemets du relativisme culturel, mais parfois il le faut pour comprendre un peu tous les enjeux, parce que quand on parle la plupart du temps avec les populations qui sont concernées par le MGF en se basant sur le principe des droits humains et tout ça, ça peut paraître abstrait pour les personnes. Donc il faut trouver un moyen d'utiliser des exemples très concrets qui, a priori, peut-être dès le départ, n'ont aucun lien avec les MGF, mais c'est pour permettre à la personne de voir que parfois on peut avoir une croyance, mais que quand on l'examine au fond, on trouve que ce n'est pas fondé. Et une fois qu'on donne cet exemple-là, on bascule vers l'excision. Je donne un exemple illustré. Par exemple, une des justifications qu'on entend souvent, la plupart du temps, c'est ce que j'ai dit, la virginité, préserver la virginité de la femme. Ok. Moi, en tant qu'homme, je vais être machiste un peu, j'avoue, qu'en tant que jeune homme, quand j'ai décidé, même si moi, dans ma jeunesse, en tant que jeune, j'ai un peu couru de gauche à droite, mais ça, c'est un autre débat. Mais dans ma conception, quand je dois me marier, j'aimerais bien avoir une fille et avoir la première expérience sexuelle avec elle. Je dis aux gens, je conçois ça. Mais si la raison pour laquelle on excise la fille, c'est pour qu'elle soit vierge jusqu'au mariage, il faut avoir en tête que la partie qu'on a coupée, ce n'est pas une partie qu'on va frigorifier. On ne va pas la mettre quelque part dans une frigo, empaquetée et gardée, et le jour du mariage, ramener pour que la fille elle puisse jouir à partir de cet instant-là de sa sexualité. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et une fois qu'on amène qu'on soulève ces questions, ça amène la personne à réfléchir. En fait, on a peut-être fait l'excision jusqu'avant le mariage, il n'y a pas eu elle est vierge et tout, mais après, une fois qu'elle a eu son mari, qu'est-ce qu'on fait avec? Et l'autre aspect que je mets en avant dans mes sensibilisations, c'est faire voir aux populations avec lesquelles je travaille bien avant au Sénégal, et ça aussi, c'est à saluer parce que c'est encore ressorti dans la vidéo que Clara avait montrée, qu'il y a des gens, hommes et femmes, qui sont restés au pays, qui sont sensibilisés et qui sont arrivés à comprendre les méfaits et qui sont engagés. La preuve, moi, ça fait 10 ans, avant que j'arrive au Sénégal, que je suis impliqué, ici en Europe, que je suis impliqué. Donc, l'autre argument, c'est de dire que, voilà, dans mon village, vous dites qu'il faut que ça soit qu'elle reste vierge, mais dans le village, on voit que chaque année, au moins 2 à 3 filles tombent enceintes, non mariées. Et je dis, mais une fille qui tombe enceinte, qui n'est pas mariée, surtout dans les villages, forcément, c'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas des baisers, c'est qu'il y a eu un acte sexuel. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu des relations sexuelles. Donc, ce qu'on voulait éviter n'a servi absolument à rien, puisqu'on voit qu'on les a excisées, mais elles ont eu des rapports sexuels et ça n'a pas changé le problème. Voilà. Pour revenir à Main Speak Out, et je termine là-dessus parce qu'on n'a pas le temps,
c'est qu'en dehors après la formation, les sensibilisations, les hommes, ils partent dans les lieux de vie de leurs concitoyens, de leurs frères, de leurs familles. Une des stratégies que certains relais ont fait, c'est dans les salons de coiffure. Ils partent dans les salons de coiffure et ils initient une discussion. Au départ, ça peut être sur le football, ça peut être sur quelque chose d'autre de la culture, et petit à petit, amener le sujet là-dessus et essayer de sensibiliser les gens. L'autre stratégie qu'on a mise en place, c'est l'utilisation des radios communautaires. Quelqu'un l'a mentionné ce matin, c'est-à-dire que toutes les communautés africaines ici présentes ont des associations communautaires et suivent des radios communautaires qui sont en ligne. Et donc, on fait des émissions dans les langues pour essayer que le message il puisse à la fois être partagé par les hommes qui sont actifs ici et les personnes qui sont au niveau du village. Je termine là-dessus. Et l'autre aspect qu'on a mis en place aussi, que je viens juste de mettre en place parce que le projet il est terminé l'année dernière, on n'a pas encore eu de financement pour continuer, mais je me suis dit qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau du GAMS, pour illustrer ce que je vous avais dit par rapport à les actions concrètes qu'on mène pour le combat de l'excision, on a ce qu'on appelle des ateliers communautaires. C'est-à-dire qu'on a des groupes d'ateliers avec des jeunes ou avec des femmes, où une fois par semaine ou une fois tous les mois, on organise cet atelier de discussion avec ces personnes-là pour les capacités et les aider à utiliser les arguments, à déconstruire les arguments qui sont mis en avant pour discuter avec leur population. Mais le problème qui se posait, c'est que les hommes, ils accompagnaient leurs compagnes, ils attendaient, ils ne participaient pas à ces ateliers. Et donc, ils se sentaient un peu exclus. Donc, j'ai initié un atelier que j'ai appelé Atelier Homme. Dans un premier temps, c'est pour essayer de discuter avec toute la représentation qu'il peut avoir sur les mutilations génitales féminines et l'engagement qu'il peut avoir. Et dans un deuxième temps, les préparer à aborder les questions de sexualité avec un groupe mixte, avec les groupes qui sont déjà installés. Parce que le cœur du problème avec les MGF, c'est le, entre guillemets, tabou de la sexualité. Or, quand on examine bien, que ce soit ici dans la communauté européenne ou dans les communautés africaines, surtout les communautés africaines, le sexe, il est tabou entre guillemets. Mais moi, j'aime toujours dire qu'il est codifié. Parce qu'il est très rare de voir 3 à 4 Africains, surtout hommes, qui discutent pendant 1 heure sans parler de sexe. C'est très rare. Ils parlent de sexe tout le temps, mais c'est dans des formules, dans des codifications que si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas avoir. Je donne un exemple et je finis là. Je promets, je termine ici. Je vous dis, par exemple, on était ensemble et Ali, c'est mon cousin. Dans une discussion avec quelqu'un de ma communauté, je dis, on était en train de se laver et j'ai vu son Ali, il est énorme. Une personne extérieure à ça, elle me dit, qu'est-ce que ce Ali, le prénom, fait là, exactement dans cette phrase? Évidemment, pour la personne qui est avertie, qui comprend les références culturelles, ce Ali ne veut rien dire autre que pénis. Ou si c'était un Jeanne ou un Caroline ou quoi que d'autre, un prénom féminin, ça peut représenter le vagin ou le clitoris, ou peu importe. Donc, et aussi, j'avais promis, mais je termine cette fois. Et aussi, l'autre aspect que je voulais juste aborder, c'est que l'utilisation en tant que professionnel, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que les populations avec lesquelles on travaille, qui sont directement concernées par les MGF, souvent, on les aborde alors qu'elles visitent d'autres structures qui travaillent sur d'autres sujets pour mettre en relief des problèmes, donc essayer de solutionner ces problèmes. Donc, cette personne qui vient par exemple du Sénégal, qui visite 3 ou 4 services ici à Madrid, et tous ces services-là sont des services qui travaillent sur des violences ou en tout cas pour sensibiliser sur les méfaits quelconques d'une pratique. Donc, elle va voir UNAF va lui rappeler que les MGF, c'est pas bon, c'est une violence. Elle va aller voir une autre organisation et cette organisation lui rappelle que les mariages précoces, c'est pas bon. Elle va voir une autre, on va lui rappeler tout le temps des aspects négatifs de sa culture. Donc, il est important, en abordant les aspects négatifs d'une culture précise, de mettre en relief les aspects positifs. Et c'est ce que j'ai adoré dans cette vidéo qu'on a vue, c'est que mine de rien, on voit que le combat contre les MGF, ce n'est pas
finalement un combat contre une culture donnée, c'est contre une pratique néfaste. En essayant de mettre en relief quelque chose de beau, ça peut être juste demander à la dame comment les mariages se font chez vous, les cheveux, comment ils sont bien ornés et tout ça, les tam-tams. Ça lui fait plaisir parce qu'il sort du cadre où le professionnel est devant elle pour juste mettre en relief ce qui n'est pas bon. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Maravilloso escuchar. Donc, magnifique de vous entendre. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'hommes comme vous qui travaillent et travailler avec eux, mais ce n'est pas très simple. Donc, on ouvre les débats et il y aura des participants. Si vous devez partir, s'il vous plaît, merci de nous rendre les questionnaires, les formulaires pour l'évaluation. Donc, on va faire le tour des questions et je vous demande d'être très précis et pour qu'on ait le temps de répondre. Merci. C'est difficile parce que vraiment les 3 interventions étaient super intéressantes. Donc j'ai une question en particulier pour Madame Rodriguez. Oui, j'ai adoré tout ce que vous faites et j'étais curieuse de savoir d'une part si en Espagne l'éducation donc sexuelle, on va l'appeler comme ça, se fait à l'école. Ça, c'est une première question. Ou à l'école, ou on va dire dans un parcours plus institutionnel. Voilà, non, j'imaginais, comme en Italie, non. Merci. Et ma deuxième question, c'est... est-ce que ce que vous faites, j'ai beaucoup aimé quand vous dites on fait tout un travail de déconstruction, de réflexion sur le corps, la sexualité, etc. Je voulais savoir si vous le faites de façon interculturelle en mettant ensemble les femmes espagnoles, blanches, comme vous dites, Acha, et les femmes migrantes pour que la réflexion soit commune, puisque je crois que nous avons, et là j'utilise une catégorie pour simplifier, en Occident, l'émergence qui est quand même qui est là, des chirurgies esthétiques, et je pense en particulier aux chirurgies esthétiques aussi vaginales, qui vont du piercing ou vraiment où on coupe les lèvres, on gonfle le clitoris, etc. On serre le vagin. Enfin, il y a quand même beaucoup de chirurgies esthétiques qui se font aussi sur des adolescentes, et c'est une demande, voilà, qui est en croissance en Occident. Donc, je voulais savoir, puisque vous avez une approche interculturelle, si vous avez déjà essayé de travailler là-dessus, sur le corps, dans des groupes mixtes, on va dire comme ça. Et puis Acha, et j'ai fini, pareil, j'ai beaucoup aimé votre intervention parce que ça me parle beaucoup, parce que nous aussi on a vraiment une approche d'empowerment des femmes, mais je voulais juste savoir si vous pensez que l'implication des hommes est quand même nécessaire et doit se faire en même temps que l'empowerment des femmes, ou si vous pensez que l'un exclut l'autre. C'est-à-dire que si on implique les hommes, enfin, si on fait un empowerment des femmes, c'est aux femmes de se libérer, en quelque sorte, pour simplifier, et donc on n'implique pas les hommes. Donc, je voulais un peu comprendre ça. Merci. Pardon, c'est moi. Oui. Je vous parle français parce que vous parlez français, mais donc je vous admire, je vous remercie pour votre travail, ce que vous faites. Et toujours, partout au Belgique, je suis sénégalais et j'ai vu beaucoup de choses avec des personnes, mais nous avons un problème, par exemple, en Espagne. Parce qu'en Espagne, des filles sont victimes de MGF, mais elles n'ont pas le courage de s'exprimer devant les sanitaires. Par exemple, une infirmière, ou bien si l'infirmière c'est un homme, ou bien... Elle parle pas l'espagnol très bien, donc je crois que, par exemple, en Belgique, qu'il parle beaucoup le français. Comment vous travaillez avec les personnes, ou surtout tous les hommes? Parce que je crois que peut-être un travail très, très, très difficile avec des hommes que 95% de ces hommes pensent que les MGF sont des pratiques traditionnel et normal dans notre pays. Vous avez compris?
Bueno, perdona, Asha, nada, yo te estaba escuchando je vous ai entendu et vous avez raconté votre histoire, mais certes, les personnels sanitaires n'ont pas tous la formation nécessaire en ce qui concerne les victimes des mutilations. Parfois, c'est qu'on ne veut pas donner une prise en charge appropriée, c'est qu'on n'a pas les outils nécessaires pour repérer un cas de figure précis. Donc, et il faudrait peut-être travailler dessus, formation, l'expliquer, et j'aimerais bien travailler dans les domaines. Mais ce n'est pas que l'on ne veut pas, c'est que parfois, c'est que notre outil est la communication, c'est peut-être un manque de communication. Il ne s'agit pas de que on ne souhaite pas ou qu'on ne comprenne pas les gens. Et je ne sais pas comment expliquer. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc, j'ai rencontré une fille qui a été victime des ablations et donc ça faisait quelques années qu'elle habitait en Espagne, mais à aucun moment dans les consultations avec les infirmières, elle n'a pas osé d'exposer les problèmes avec les infirmières. Premièrement, elle disait qu'elle ne comprenait pas l'espagnol, mais elle comprenait très très bien. Et nous, en tant que personnel sanitaire, il faudrait peut-être s'impliquer plus et voir comment on peut les aider et sans le vexer ou sans le porter préjudice en fait. Et comment se rapprocher de sa culture, et comment, je ne sais pas, sans gêner en tout cas, sans gêner. ¿Alguna pregunta más? Donc d'autres questions? Et que no sean difíciles. Pas trop difficile, s'il vous plaît. Pues a lo que preguntaba... A la question posée par Clara, en Espagne l'éducation sexuelle existe parce qu'il y a de l'éducation, même si on n'éduque pas, elle n'est pas intégrée dans les systèmes d'éducation et ce n'est pas facile de l'intégrer dans les systèmes d'éducation parce que ça dépend du moment. Donc l'Espagne a subi plusieurs étapes, donc à ce moment il est très compliqué qu'un établissement scolaire s'implique à l'offre d'éducation en matière d'éducation sexuelle parce qu'il y a toujours des réticences et donc pour l'instant elle n'est pas intégrée malheureusement, mais c'est notre lutte, c'est un combat que l'on mène depuis les associations. À la deuxième question, c'est une apportation très intéressante et nous depuis notre programme on arrive là où on arrive, on a un contexte d'intervention très spécifique, mais il y a plusieurs choses. D'un côté, nous-mêmes, notre programme et les personnes engagées dans les programmes, nous sommes tous dans ce processus de reconstruction de notre corps et depuis ces perspectives, l'on apporte et l'on partage dans les ateliers avec les femmes avec lesquelles on travaille et toutes ces perspectives, toutes ces approches. Habituellement, on ne travaille pas avec des groupes mixtes parce que l'on aborde plus en collaboration avec des entités où les femmes utilisent d'autres ressources, d'autres services. Il s'agit des ressources plus homogènes. Parfois, on a mené le travail avec des groupes mixtes, c'est le même travail de repenser, de réfléchir, c'est toujours les mêmes, mais ce serait peut-être très intéressant de proposer des espaces de travail plus ouverts. Donc, lorsque l'on travaille avec des professionnels, et non seulement avec des professionnels, on aborde la chirurgie esthétique et l'on l'encadre bien comme une forme de mutilation génitale féminine, avec toutes les chirurgies intersexes et intergenres. Et c'est un débat que l'on a ouvert et c'est un sujet que l'on aborde et que l'on met sur la table à chaque fois. Est-ce que ceci vous arrive là-bas, dans votre culture, ici? Donc c'est un sujet que l'on aborde régulièrement. Donc, ce qui concerne les hommes, évidemment, si je dis que l'on aimerait bien travailler plus avec les femmes, il ne faut pas mettre à l'écart les hommes complètement, mais notre approche de travail envisage comment ils doivent comprendre, soutenir la décision des femmes et pas imposer, jamais.
les femmes qui prennent les décisions. Ce sont les femmes qui prennent les décisions. Ce sont les femmes qui décident. J'arrive juste là, ça suffit. Et l'homme doit comprendre et accompagner la femme dans ce parcours. Non, réellement. Parce qu'il faisait une petite observation, un petit commentaire. Donc, cette femme qui m'a assisté, moi, ce n'est pas sa faute. Il y a un manque de connaissances parce que parfois, on fait toujours cette erreur. Tous les professionnels qui travaillent dans les domaines, comment je peux me rapprocher de cette personne, comment je peux aborder la mutilation génitale féminine, et si peut-être ça va le gêner, ça va le vexer. Donc, et on essaye de ne pas gêner. En fait, c'est peut-être une raison, mais elle était vraiment scandalisée. Mais il n'a pas osé me poser des questions. Donc, bien évidemment, si tu es un médecin, parce que vous avez beaucoup d'autorité, et si vous l'avez vu, c'est votre droit, et c'est votre devoir de demander pardon. Donc, il y a et elle-même, elle va te raconter si elle le veut ou peut-être pas. Alors, si elle vous raconte, voilà, vous pouvez en tirer des informations. Mais il est très important d'aborder, de poser des questions lorsque vous constatez un cas, en fait. Je pense que ta question, elle est au cœur de ce qu'on est en train de dire, surtout que ce soit avec les jeunes de deuxième génération qui sont nés ici en Europe ou qui viennent d'Afrique ou de tout autre pays où les mutilations sont pratiquées. Un des aspects sur lesquels il faut effectivement axer nos efforts, c'est la formation des professionnels qui sont en contact direct, que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit les assistants sociaux ou ceux qui travaillent dans l'asile, c'est de les former que eux et elles soient d'abord dans un premier temps à l'aise avec la question de la sexualité, parce que mine de rien, même ici, quand moi je suis là à l'aise, je parle, je dis vagin, pénis, clitoris, blabla, je semble à l'aise, mais ce n'était pas le cas, il fut des années. On parle de sexualité de manière ouverte, je fuyais ou je ne répondais pas, et c'est vrai dans toutes les cultures. C'est la dédiabolisation de la sexualité, c'est le point crucial. Il n'y a pas mieux que le sexe. Le sexe, c'est la partie la plus belle au monde, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que tout ce qui fonde notre société et l'avancement, ça vient de là. Il faut qu'on commence à en parler. Notamment former les professionnels surtout comment aborder la thématique, comment amener le sujet, c'est capital. Parce que si on sait d'avance que la question de la sexualité, et aussi ça touche à l'intimité, donc ça se comprend qu'une jeune fille qui a 17 ans, 16 ans, ne veuille pas tout de suite, même si elle n'est pas mutilée, se confier de quelque chose qui est de l'ordre du privé en général, c'est soit entre son copain ou seule qu'elle est nue, parce que personne ne va se mettre nu devant les autres. Peut-être c'est ça qu'il faut, ça présenter la formation des professionnels et aussi donner des éléments, des arguments pour le professionnel pour essayer d'amener l'autre à réfléchir là-dessus et ne pas se limiter à lui lister des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que si on fait ça, c'est le jugement, c'est ton jugement, une posture que le professionnel ne doit pas prendre. Et l'autre sujet, l'autre approche, en tout cas au niveau de la Belgique qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur l'introspection, sur les personnes eux-mêmes avant d'arriver dans des questions de sexualité. C'est amener la personne à casser d'abord ses représentations sur tous les aspects dont se base notre société, c'est-à-dire ce système patriarcal qu'on n'arrête pas de dénoncer et dont toutes les composantes de la société sont victimes, hommes et femmes. Et je crois que ici, nous tous, en tant qu'hommes et femmes, on est conscients de ça, mais il faut qu'on élargisse ça à tous les professionnels. Et pour terminer, je voudrais juste mentionner aussi que il n'y a pas un seul parent qui, de manière délibérée, veut faire souffrir son enfant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, déjà, si on intériorise ça, c'est un atout de comprendre que moi, en tant que professionnel, je ne peux pas aimer plus qu'une mère qui veut exciser sa fille.
Maintenant, si j'intériorise ça, c'est comment amener cette mère-là à se rendre compte qu'en fait, à travers cette pratique MGF qu'elle effectue au nom de l'amour, parce que paradoxalement, c'est de l'amour, parce que si elle ne le fait pas, sa fille est exclue de la société, donc elle préfère le père pour donner sa fille une statue. Mais c'est comment nous, en tant que professionnels, on peut faire en sorte que la personne, elle réalise elle-même que cet amour qu'elle veut montrer à sa fille, elle peut le montrer d'une autre manière et alléger cette souffrance. Et ça, c'est le cœur du débat qu'il faut encore creuser. Creo que hay otra pregunta. Je crois qu'il y a une autre question. Bueno, yo quería responderle a él que está estudiando enfermería, como soy médico pédiatre. Étudiant infirmier. Et comme médecin, je vais lui dire, effectivement, vos cours à l'université ne vont pas vous préparer pour tout ce que vous allez voir. Vous allez rencontrer des abus sexuels, des viols, de la maltraitance, et personne n'est jamais préparé pour que vous abordiez ces sujets. Jamais. Et même chose pour la mutilation. Le patient va vous dire quand vous allez pouvoir aborder le sujet. Si vous êtes respectueux avec la personne que vous avez devant vous et vous n'êtes pas critique avec ce que vous voyez, vous n'allez faire aucun jugement et vous pourrez toujours aller au-delà. Et vous allez pouvoir lui dire est-ce que vous voulez parler? Quand vous voudrez, on pourra en parler. Peut-être que maintenant ce n'est pas le moment, mais si vous voulez, j'ai tout le temps qu'il faut, même si c'est pas vrai. Même si vous avez la salle d'attente avec 40 personnes, si c'est le moment, vous allez pouvoir en parler. J'aime la phrase qu'a dit Seydou, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, qui est que aucun père ou mère ne veut faire du mal à son enfant. Le père ou la mère qui va faire mutiler sa fille le fait parce qu'elle ne connaît pas les conséquences. Donc si on ne fait pas un jugement de cette personne, en Catalogne par exemple, on a un protocole très bien organisé. Première prémisse. Si la première fille est mutilée, le risque est très élevé. Non, c'est pas vrai, on a la première fille et les suivantes ne sont pas mutilées parce que la première a eu la mauvaise chance de naître en Afrique. Les autres sont nés en Europe. Et en travaillant avec ces familles, si on avait pensé depuis le début que ces familles étaient des criminels, on ne serait jamais arrivé à faire quoi que ce soit. Par contre, on est arrivé à ce que les suivantes ne soient pas mutilées et que les plus vieilles vivent leur sexualité pleinement. Et c'est l'approche avec laquelle on doit travailler. On ne va pas vous préparer, c'est ça que je veux dire dans vos études. La première fois que j'ai dû traiter un viol, j'ai été débordé émotionnellement, c'était trop pour moi. Et il faut l'admettre, on est humain et c'est comme ça. Oui, c'est vrai, on n'est pas préparé pour ça. Je suis tout à fait d'accord, je suis conscient. Je me rappelle parfaitement quand je me suis assis avec mon professeur à lui dire que ça c'est ma proposition de faire mon travail de fin de cours sur la mutilation génitale féminine. Quand on lit les premières... souvent on lit les premières pages et pas grand-chose d'autre. On est dans un service à l'hôpital, 3 sur 10 ou 3 sur 20 ont lu le protocole de façon complète. Et c'est ça que je veux dire. L'information, on l'a, mais nous, comme personnel sanitaire, on doit faire l'effort, mais on n'est pas non plus obligé souvent. On nous forme pour des choses élémentaires et là on apprend le plus c'est quand c'est sur le tas et je crois que petit à petit on peut y arriver. Je crois qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Merci. Il y a une autre question, je vais vous demander d'être très bref parce que Acha doit partir.
de vous remercier pour ces journées. Je vais vous demander sur la reconstruction génitale, comme vous la voyez, quelles alternatives ça présente, les difficultés, les avancées, à quel point elle sert, quelle est votre expérience avec la reconstruction génitale quand elle se pratique en Espagne. Je crois que ça requiert certainement une intervention plus longue. Je veux savoir quelle est votre expérience. Mejor no digo nada. Yo creo que no tenemos tiempo para. Je crois qu'on n'a pas le temps. Je crois que ça mériterait de l'aborder à des journées complètes, sous différentes perspectives. Je l'ai mentionné dans mon exposé parce que ce que je propose et le point où on se trouve nous, c'est qu'il faut faire un débat sérieux. Organiser un débat sérieux, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas parler de reconstruction, mais il faut voir comment, avec quel suivi et quelles autres choses sont disponibles à part la reconstruction. Comme l'a dit mon collègue, une femme survivante de mutilation peut ou pas avoir plus ou moins du plaisir. Parce que dans le fond, c'est quelque chose d'individuel. Le plaisir est dans le cerveau, dans tout le corps, pas seulement par rapport à la vulve et au clitoris. Donc j'ai essayé de mentionner des dommages qui ne soient pas que physiques et évidents. Et tout ça, ça implique une approche psychosexuelle qui est holistique. Donc répondre à cette question, où j'en suis, moi, au débat et la réflexion. Je n'ose pas encore dire ça, il faudrait le faire comme ci ou comme ça. Je pense qu'il faudrait que ce soit accessible dans le cadre de la réflexion individuelle de chaque personne. Et je pense qu'effectivement, il faut porter une réflexion. Et sur ce que disait Clara, il faut inclure tous les chirurgies vaginales, allongement du clitoris, ou précisément d'autres choses, et l'épisiotomie les piercings et autres, les opérations intersexes, la reconstruction, je crois que ça pourrait être le sujet des prochaines journées ou à un autre moment. C'est un sujet très intéressant, effectivement, il faut en parler. Bueno, pues con esto vamos a finalizar. On va terminer ici. Je voudrais juste vous remercier pour toute cette participation qu'on a eue de tous les professionnels ici réunis. Et que on a fait cette priorité à aborder. J'espère que l'an prochain, on aura avancé un peu plus dans ce domaine et qu'il y ait de plus en plus de personnes impliquées dans ce sujet, qu'on puisse mettre fin à cette pratique. Donc on va avoir une chorale, on va terminer rapidement et pouvoir repartir chez nous. Merci.